Alors bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue. Alors nous sommes l'association Démocrates pour la planète. Nous sommes un think tank associatif qui a été lancé en 2019 à l'initiative de militants et d'élus démocrates qui étaient impliqués sur les questions d'écologie. Il rassemble des adhérents, des élus, des sympathisants démocrates et centristes essentiellement qui sont engagés sur les sujets environnementaux. Et il a pour objectif d'analyser les grands enjeux, d'écouter et d'impliquer les experts scientifiques et puis d'apporter des réponses politiques euh, afin de faire proposer des solutions euh, politiques, réalistes et des réformes afin de transformer notre modèle économique et sociétal. On a un double objectif, réunir les militants modérés de l'écologie politique et promouvoir auprès des élus des solutions rapides et concrètes pour un développement durable. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre site www.democratepourlaplanète.fr. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Laurence Anzalone. C'est dans la poursuite de notre cycle de webinaires de préparation aux élections municipales qu'on a lancé au mois d'avril dernier. On vous propose tous les mois un webinaire sur une thématique de la transition écologique et le but c'est de vous faire un retour d'expérience de terrain très concret d'élus, alors d'élus, d'anciens élus ou d'élus actuellement en fonction sur des sujets qu'ils ont pu expérimenter dans leur commune. Donc Marie-Laurence est adjointe au maire de Château-Renard, en charge de la transition écologique des espaces verts, de l'environnement et de la proximité, conseillère communautaire de Terre de Provence dans l'intercommunalité et présidente du comité de pilotage Natura 2000 de la Durance. Marie-Laurence, tu es engagée personnellement, toi, dans le développement durable depuis bientôt 30 ans et tu es adjointe au maire depuis 12 ans. Château-Renard, pour ceux qui ne connaissent pas, est une commune de plus de 16 500 habitants dans les Bouches-du-Rhône, donc dans la région PACA. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui, Marie-Laurence. Et puis, l'objectif, c'est de vous faire profiter de son retour d'expérience, notamment pour alimenter vos futurs programmes municipaux. On a choisi ensemble avec Marie-Laurence la thématique de l'adaptation au dérèglement climatique, qui n'a peut-être jamais été autant d'actualité que cet été, puisqu'on a eu à peu près tout depuis le mois de juin, entre la canicule, les sécheresses, les incendies, les inondations, les vents violents. Ils deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. On les a tous subis. Et puis là, l'objectif, c'est de voir concrètement dans une commune comment on s'adapte, on anticipe ces bouleversements ou parfois on réagit après coup, une fois qu'il y a eu des catastrophes naturelles. Donc on va échanger pendant une petite heure avec Marie-Laurence sur ce sujet et puis on prendra vos questions. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat, donc sur Zoom pour ceux qui sont sur le Zoom avec nous et puis dans les commentaires sur Facebook Live, ça nous remontera pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Donc Marie-Laurence Château-Renard, ça se situe en PACA. Quels sont les types d'événements climatiques que vous subissez en région PACA et spécifiquement à Château-Renard? Écoute, tout d'abord, bonjour à tout le monde et puis merci beaucoup de m'accueillir voilà, aujourd'hui pour cet événement de l'association. Pour vous parler de Château-Renard, donc nous sommes sur le nord des Bouches-du-Rhône, en bord de Durance, donc vraiment limitrophe avec le département du Vaucluse. Et les événements climatiques que nous connaissons sont essentiellement le vent, puisque là, nous sommes vraiment dans la descente du Rhône, donc vallée du Rhône, on a Mistral et Tramontane. Donc, vous entendez souvent parler à la météo, mais surtout, nous avons aussi des événements climatiques liés à la chaleur, avec notamment des épisodes de sécheresse et parfois des épisodes très pluvieux, voilà, qui peuvent contraster donc avec des jeux de terrain de sous-sol aussi qui sont assez importants, puisqu'on peut avoir aussi bien de la rétractation d'argile que du gonflement. Et nous sommes aussi dans une région plutôt boisée, de collines, avec tous les incendies et feux de forêt qui peuvent aller avec. Et ne perdons pas de vue que quand il y a un incendie, eh ben, derrière, on a des problèmes de ruissellement des eaux. Donc la question de l'eau est aussi très prenante dans notre secteur.
Donc, en effet, on s'est dit que c'était un bon territoire qui regroupait quand même pas mal de sujets en lien avec l'adaptation. Et par rapport à vos équipements municipaux, les espaces publics, les écoles ou même les habitations, du coup, des habitants de Château-Renard, quelles sont les conséquences que vous avez déjà pu vivre sur la commune? Alors, sur tout ce qui est bâtiment, bon, bah, comme je viens de le dire, on a des problèmes et on a de temps en temps des arrêtés de catastrophes naturelles, surtout pour la sécheresse, puisqu'on a des bâtiments qui sont amenés à jouer. Après, le réel besoin que nous avons, ça va être sur la gestion de l'eau et la gestion de l'eau pour l'ensemble des administrés et des activités du secteur, bien que nous ayons la chance vraiment d'avoir la durance et de ne pas être en grande souffrance. Mais il faut savoir le gérer, puisque voilà, on a la chance d'avoir de l'eau, mais il faut la gérer. Et puis surtout, on a de fortes questions de rafraîchissement des secteurs, que ce soit des bâtiments, que ce soit des classes pour nos écoles, puisque ça reste un problème au mois de juin et au mois de septembre quand il y a la rentrée, mais également tout ce qu'on peut apporter à nos administrés en termes de confort et de confort lié à la chaleur et notamment la création d'espaces boisés ou d'espaces verts qui permettent de rafraîchir naturellement. D'accord, ok. Alors, on va revenir sur ces différents sujets par rapport aux écoles, justement, peut-être dont tu parlais pour gérer les fortes chaleurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelles actions vous déployez? Alors, dans les écoles, en fait, on a pris le parti pour le moment de ne pas installer de climatisation à outrance. Elles ne sont installées que vraiment dans les éléments où on ne peut pas faire autrement. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur la qualité des bâtiments, sur l'isolation, sur la mise en place d'ombrières. Donc là, on a mis en place un projet pluriannuel de réfection des bâtiments. D'abord, l'idée, c'était de faire un diagnostic de nos bâtiments pour savoir les qualités les plus énergivores, de mettre en parallèle les diagnostics énergétiques qui nous permettaient de définir là où il y avait de vraies carences et de pouvoir travailler en faisant coïncider les deux pour pouvoir définir un schéma directeur d'aménagement et de reprise, soit en rajoutant des ombrières sur les fenêtres, soit en accentuant l'isolation. Mais ça a été aussi le cas pour nos cours d'école, en replantant tout simplement des arbres dans les cours d'école, puisque voilà, pendant longtemps, les collectivités ont fait le choix pour alléger les frais de fonctionnement, de gestion des cours d'école, de supprimer des arbres parce que ça crée des nuisances, notamment il fallait ramasser les feuilles, ça crée un peu de désordre, les classes ne sont pas très propres les jours de grand vent puisque les feuilles rentrent dans les couloirs, etc. Mais on se rend compte aujourd'hui que finalement, on avait vraiment besoin de ces arbres. Donc, on réouvre nos cours d'école de façon à pouvoir, d'une part, les désimperméabiliser, puisqu'on a aussi cette action sur l'eau. Deuxièmement, de replanter des arbres. Et nous avons aussi rajouté pour le confort de nos enfants des brumisateurs qui fonctionnent l'été et qui permet au moment où les enfants sont à l'extérieur de pouvoir aussi être rafraîchis par ces brumisateurs. Voilà, tout ça accompagné d'une rénovation énergétique des bâtiments, ça fait un tout. Par contre, c'est long parce que des bâtiments dans une collectivité, il y en a beaucoup et c'est pour ça que nous avons tout intérêt à mettre en place ces schémas directeurs. Alors, ce schéma directeur, il date de quand à peu près? Alors, le schéma directeur, là, le dernier, ben, on l'a validé il y a 2 ans. Puisque en fait, on a profité de la période qui nous était donnée de pouvoir faire des diagnostics et les nouveaux diagnostics aujourd'hui énergétiques qui nous ont permis de coupler et de mettre en place justement ce schéma directeur puisque nous avions déjà fait les diagnostics énergétiques. Voilà, donc là, on savait les bâtiments qui étaient les plus énergivores, mais on ne savait pas pourquoi ils étaient autant énergivores. Donc, en fait, maintenant, on a pu faire les deux et là, on a un plan pluriannuel sur les années à venir. Mais de toute façon, les collectivités étaient engagées puisque nous avons une obligation de déclarer au moins et de travailler sur les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Hmm. Donc, ceux qui n'ont encore rien engagé, leur dire bien avant de faire un diagnostic des consommations énergétiques des bâtiments et de prévoir un plan pluriannuel d'investissement. Comme tu le disais, il faut le programmer dans le temps
Pas se dire on va faire après des Bien petites sûr. interventions par-ci, par-là. Bien sûr, on s'est rendu compte, on l'a eu fait et on le fait encore parce que parfois on est dans des collectivités avec des financements publics et on n'a pas forcément toutes les largesses financières et budgétaires qu'on le souhaiterait pour faire ces rénovations énergétiques. Donc parfois il nous arrive de faire du coup par coup, mais c'est vrai que l'idéal c'est vraiment de faire ces diagnostics en amont et de préparer ça sur du long terme parce que ça nous permet d'avoir des programmes d'investissement, ça nous permet d'aller chercher des subventions, des soutiens financiers sur les différents fonds qui existent sur plusieurs années et donc d'enclencher derrière une rénovation de nos bâtiments qui soit une rénovation plus concrète et plus durable dans le temps. Et est-ce que tu as un retour des usagers, donc du coup des enseignants de l'éducation nationale et puis des élèves et de leurs familles? Bien Est-ce que sûr, c'est alors satisfaisant côté les chaleur, je retours, veux dire, ou est-ce qu'il fait quand même trop chaud? alors, les retours sont assez positifs aujourd'hui, mais ils ne sont pas toujours très positifs parce qu'on retrouve un écueil, parce qu'effectivement, notamment quand il y a les brumisateurs, ben, de temps en temps, ça mouille un peu, donc on a quelques inquiétudes de parents qui nous disent, mais nos enfants ont eu le t-shirt un peu mouillé, mais bon, un enfant qui a un t-shirt un peu humide dans un après-midi où on a des températures qui montent à 35 degrés, je ne pense pas qu'ils prennent grand risque de tomber malade, mais il faut l'expliquer. Voilà, ça fait Ouais. partie des craintes, il faut l'expliquer. On a quelquefois voilà, des résultats qui sont aussi un petit peu mitigés parce que bah, la température, on l'a baissée, on a gagné quelques degrés, mais on n'a pas des températures comme certains voudraient et on ne peut pas avoir non plus entre 20 et 25 degrés dans tous nos bâtiments. Je pense que là, il y a un vrai travail de fond et que quand il fait des 35 degrés, si on a 27 ou 28, on n'est pas si mal que ça. Mais Alors, ça vaut pour nos écoles, mais je crois que ça vaut dans un changement de mentalité générale, en fait. vous avez fait peut-être des réunions avant les travaux, vous faites des réunions avec les enseignants peut-être pour leur expliquer ce qui va être fait ou est-ce qu'il y a une association des parties prenantes quand vous faites ces travaux? Alors, systématiquement, de toute façon, nous informons les conseils d'administration des établissements, puisque nous avons notre élu à l'éducation, à la jeunesse, qui participe à tous les conseils d'administration. Et c'est bien là aussi un des volets, c'est que nous travaillons en totale transversalité, puisque c'est très important aujourd'hui. La transition écologique, elle toute seule, dans une collectivité, ne fait rien. Elle ne le fait que parce qu'elle arrive à saupoudrer sur toutes les politiques publiques qui sont dans la commune et de tirer avec tous les élus. Donc là, effectivement, bah, avec notre élu et mon collègue adjoint au scolaire, euh, les discussions sont entamées systématiquement sur chaque conseil d'administration, ce qui nous permet aussi d'avoir des retours. Et puis parfois, même si on avait priorisé certains établissements parce que les diagnostics nous disaient que c'était ces établissements-là qu'il fallait faire, on peut aussi le modifier par rapport aux besoins de ressenti des occupants. D'accord. Et donc, ce lien est très important et avoir les retours est fondamental. Et on a une question là dans le chat. Alors, avec quel type de prestataire travaillez-vous pour ces solutions, ces travaux? Et êtes-vous seul à décider des solutions? Est-ce que vous faites accompagner du coup? Ah mais oui, bien sûr, parce que moi, même si ça fait 30 ans que je fais du développement durable et que j'ai acquis quelques compétences, je ne suis absolument pas ingénieure. Donc, je ne prends pas les décisions, ça va être entouré d'une équipe. Alors, j'ai de la chance d'avoir une équipe spécialisée dans le développement durable sur la commune de Château-Renard. On travaille en étroite collaboration avec nos ingénieurs du service technique. Mais pour faire les diagnostics, ben, on fait appel à des AMO spécialisés, hein, dont c'est le métier, et qui, bien souvent, lorsqu'ils nous font le diagnostic, nous donnent des préconisations. Donc après, ce sont des réunions euh, où on se retrouve entre techniciens, élus et AMO pour discuter de l'état de situation d'un site et des améliorations qu'on peut y apporter et on cherche tous ensemble des solutions. Bien D'accord, c'est sûr, très. l'élu est là pour impulser, mais il n'est pas, voilà, il n'est pas technicien et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Je pense que c'est quelque chose d'important. Dans une collectivité, ça marche si on a un bon binôme
élus techniciens, mais que chacun sait quel est son domaine d'intervention et sait s'appuyer sur l'autre. D'accord. Alors, quand on a préparé, tu m'as aussi parlé de ce que vous avez mis en place pour les logements des particuliers et vous avez été particulièrement innovant sur l'accompagnement de la réhabilitation énergétique des logements des particuliers de la commune. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, sur la commune, nous avions un quartier qui était désigné quartier politique de la ville, dans lequel nous avions l'opportunité, et notamment c'était notre centre ancien, de réaliser pas mal d'actions et de travaux de rénovation énergétique. Mais ces travaux de rénovation énergétique étaient tous conditionnés à des niveaux de revenus. Et nous avions beaucoup de demandes en dehors de ce périmètre-là et de personnes qui nous disaient, mais nous, on ne rentre pas dans les critères, mais on voudrait bien faire quelque chose et être aidés. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer un fournisseur euh, de C2E, en fait, puisque c'est parti de là. Hein, sur un salon à Paris, nous avons rencontré donc les émetteurs de C2E. Alors, les grands émetteurs sont Total, EDF, toutes les grandes compagnies polluantes, puisqu'elles émettent ces certificats d'économie d'énergie qui permettent de compenser leurs actions et leur éventuelle pollution. Nous avons découvert qu'en fait, une collectivité pouvait également rentrer dans le système de bourse et pouvoir jouer sur l'attribution. Jusqu'à présent, nous nous contentions de valoriser les certificats d'économie d'énergie sur les travaux que nous réalisions sur les biens communaux. Et par ce biais-là, nous avons pu créer, nous avons été les premiers en France à créer une plateforme sur lesquelles les administrés, les entreprises, les agriculteurs, donc la totalité des occupants, utilisateurs vivant sur la commune, peuvent faire des demandes directement de certificats d'économie d'énergie lorsqu'ils réalisent des travaux de rénovation énergétique, que ce soit de leurs locaux professionnels, de leurs exploitations agricoles ou de leur habitation. Et là, on émet un certificat qui est validé et qui vaut échange sur la bourse des C2E et donc leur permet d'avoir une économie sur leurs travaux, mais qui est une économie liée à la nature des travaux et non pas liée aux conditions de ressources du demandeur. Et je crois que c'est un partenariat avec tous les professionnels agréés RGE. Tu m'as expliqué. Alors effectivement, il faut que ce soit installé par un professionnel agréé RGE. Et donc, pour développer, nous nous sommes mis en rapport avec le service économique de Terre de Provence, qui lui a une action sur justement les entrepreneurs pour expliquer le mode de fonctionnement et pour encourager nos entrepreneurs locaux à obtenir le label RGE pour pouvoir à la fois remplir les besoins de leurs entreprises, de leurs clients. Et surtout, quelque part, ça les a un petit peu soulagés puisque finalement, c'était des démarches qu'ils faisaient eux en plus de leur activité. Et là, on leur enlève cette démarche-là qui n'est pas toujours de leur compétence puisqu'elle est faite directement par l'administré sur la plateforme. C'est ça, peut-être pour expliquer, généralement, quand vous faites des travaux, même en tant que particulier, c'est le professionnel qui va chercher les certificats d'économie d'énergie, généralement. Au moment où vous signez le devis, vous signez la mention sur le fait que c'est lui qui va les chercher. Là, ce que propose la commune, c'est d'être en effet opérateur de ces certificats d'économie d'énergie pour que les particuliers les aient en direct, hein. C'est ça, Marie-Laurence? Absolument, c'est un très bon résumé. Et alors, deux informations importantes, tu en as parlé, pour les bâtiments communaux, la commune peut valoriser ses certificats d'économie d'énergie. Alors peut-être que vous ne le savez pas tous, mais vous pouvez aller en tant que collectivité faire valoir en fait les gains énergétiques que vous avez fait en faisant des travaux d'amélioration énergétique sur le marché des certificats d'économie d'énergie, qui permet une sorte de subvention du coup de vos travaux. C'est tout à fait ça. Et jusqu'à présent, on était obligé, puisqu'on ne pouvait pas y aller directement, donc de passer par des organismes qui le faisaient pour compte. Là, aujourd'hui, on les valorise directement. Donc là, récemment, je viens de signer sur un marché de travaux dans une école. On vient de récupérer 22 000 euros de C2E, ce
qui n'est pas négligeable. Et surtout, ce qui est important, c'est que les certificats d'économie d'énergie ne sont pas considérés comme des subventions. C'est-à-dire que sur un projet, ils viennent en plus de toutes les subventions. Donc, quand on a des aides et que bien souvent on nous dit notre projet, il est conditionné à 40% de part communale, à 20% de part communale, puisque le maximum qu'on peut avoir de subvention, c'est jusqu'à 80%. Si les 20% sont complétés par des C2E, ça ne met pas en danger le reste des subventions, puisque ça ne rentre pas dans le calcul de ces subventions. Donc, on peut arriver, aujourd'hui, j'attends les chiffres, on en a quelques-uns, on est quasiment sûr, où on a quasiment fait couvrir la totalité des frais de réaménagement par les subventions et par les C2E. Alors, qu'est-ce que tu appelles frais de réaménagement? Les travaux D'accord, d'aménagement énergétique, de d'accord. rénovation. Alors, on nous demande combien d'habitants de Château-Renard utilisent la plateforme communale que vous avez mis en place et s'il y a déjà des retours sur l'utilisation de la plateforme. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais oui, on a régulièrement, on a deux, trois demandes par mois de devis. Après, sur le réalisé, on a plus de 100 000 € de travaux réalisés, je crois, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle a un nom En dehors de ceux de la commune. est-ce qu'elle a un nom, cette plateforme, si certains souhaitent retrouver Les des châteaux informations? éco-travaux. Château Oui, Éco-Travaux. absolument. C'est châteaux éco-travaux. Voilà, donc n'hésitez pas, enfin je suppose que ça soulèvera d'autres questions parce que voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas partout, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on pourra en revenir, on pourra y revenir un peu plus tard. En matière d'urbanisme aussi, tu m'as parlé d'un projet de quartier BDM. Alors je ne connaissais pas ce terme, alors peux-tu nous expliquer ce que ça signifie et quel est le rôle de la mairie dans l'aménagement de ce quartier? Alors, BDM, c'est Ah, on ne t'entend plus, Marie-Laurence. Alors je suppose que ça va se bâtiment reconnecter. durable méditerranéen. C'est un après 15 ans aujourd'hui, hein, puisqu'on est sur le mandat précédent et recevoir le jury. Ah, c'est bon? Alors, Voilà, j'espère que c'est bien on revenu. vient de te récupérer. Alors, moi, tu es figé sur mon écran, mais on t'a récupéré. Mais du coup, Ah, moi, j'ai pas pu entendre ce que tu expliquais suite à ma question. On n'a pas eu alors, ta réponse. Oui. voilà, bon, ben, je suis désolée, je reprends. Donc, bâtiment durable méditerranéen, c'est un label qui a une quinzaine d'années et avec qui nous travaillons depuis le début. Et on avait fait d'abord une première rénovation qui était la rénovation de notre salle. euh, C'est un ancien cinéma, une ancienne discothèque qui est devenue un complexe culturel aujourd'hui. Et en fait, ce label suit la réalisation des travaux sur les trois phases, que ce soit la phase de conception, la phase de réalisation, mais également un suivi sur la phase d'exploitation pour s'assurer que tout ce qu'on avait prévu au départ a bien pu être mis en place et a bien apporté les résultats voulus. Donc aujourd'hui, sur la commune, voilà, on s'investit dans des bâtiments durables méditerranéens à chaque fois que c'est possible. Et là, bah, sur ce mandat, nous avons un projet et nous avons mis en place un projet de création d'un quartier en centre-ville en réaménagement d'une ancienne friche industrielle. Et du coup, nous avons souhaité participer au label QDM, qui est Quartier durable méditerranéen. Donc, sur le même principe, qui en fait est garant d'une valeur environnementale et énergétique du quartier cette fois, puisqu'on n'est plus à l'échelle du bâtiment. Par contre, pour aller, eux, d'obtenir le label bête en boucle, vraiment l'ensemble Alors, on a des problèmes de connexion, Marie-Laurent. Je ne sais pas si c'est que de mon côté. des Non, infrastructures et que ce soit aussi bien à l'intérieur que les espaces communs. alors, je pense que c'est de ton côté, Marie-Laurence. Je sais pas si Vous on peut me m'entendez? faire des signes de tête. Ouais, c'est de ton côté, Marie-Laurence, où ça coupe. Et du coup, ça a de nouveau coupé quand tu expliquais les QDM. Ah,
Je suis désolée parce que moi, enfin, C'est pas j'ai grave. pas de signe de C'est pas grave, mais on d'analyse. va être obligé de te faire répéter du coup ce que veut Est-ce dire que vous m'entendez? QDM. Oui, oui, c'est bon. On t'entend là, mais on va devoir te demander de réexpliquer ce qu'est les quartiers QDM. Là, on Alors, le t'entend. cas pour un bâtiment durable, mais c'est à l'échelle d'un quartier. Et, donc, là, Ça coupe énormément, Marie-Laurence. Je ne sais pas ce qui se passe à Château-Renard. ah, il y a du vent, oui. Ah, c'est peut-être ça. Oui, ils ne veulent pas que tu expliques ce Il y a que du sont vent. ces Je vais quartiers. passer sur mon portable, ce sera peut-être plus facile. Oui, peut-être mets-le en parallèle sur portable pour avoir Alors, une je solution de me connecte secours. bien. Ouais, Ouais, je veux c'est bien. ça. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans les chats du Zoom et de Facebook. Alors, attends, je coupe là. J'espère que vous m'entendez. Oui, là Ah, c'est mieux. c'est mieux. Oui, oui. Donc on reprend Voilà. sur les quartiers QDM. Voilà. Alors, un quartier QDM, c'est un quartier durable méditerranéen, c'est-à-dire qu'on s'engage sur la qualité des aménagements des espaces publics et des espaces extérieurs, avec beaucoup plus de nous, d'espaces boisés. On fait attention à la place du véhicule, à la gestion des déchets. Mais en même temps, on a poussé jusqu'au bout puisqu'on a demandé aux constructeurs et aux promoteurs qui vont édifier les bâtiments à l'intérieur de ce quartier de mettre en place des bâtiments durables méditerranéens de façon à ce que la totalité de la boucle soit bouclée, entre guillemets, mais surtout que les personnes qui vivent ce quartier-là puissent le vivre aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de leurs habitations. Et donc qui porte ces dispositifs QDM et BDM en PACA? J'imagine que c'est régional? Alors, c'est un label et c'est une association indépendante qui porte le label. Alors, effectivement, BDM, il est, c'est durable méditerranéen, ça a été le premier, il a été fait en région PACA. Maintenant, il y en a un petit peu partout. Il y en a un notamment sur lequel j'ai contribué en Île-de-France, qui s'appelle Bâtiment durable Ilien ou Île-de-France et qui reprend les mêmes dispositifs avec les mêmes indications. Et le fait de travailler, ça nous permet aussi d'avoir accès et d'avoir, parce que l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un label pour un label, mais c'est d'avoir tout le processus qui nous permet d'amener à la réflexion et à la concrétisation de ces réalisations. Et notamment, ça nous permet de faire partie d'un groupe d'échange aussi et d'avoir les dernières innovations et de pouvoir toujours avoir un coup d'avance, on va dire, par rapport à ce que pourrait nous proposer un aménageur ou un constructeur traditionnel. D'accord. Et ils vous fournissent un cahier des charges quand même, j'imagine, lié à ce référentiel. Ah bah absolument, le référentiel est assez important et là on est en train de mettre en place un nouveau référentiel sur une piscine parce qu'on fait partie des rares collectivités qui construisent ou reconstruisent une piscine actuellement et nous avons le label argent pour le dispositif piscine et ce sera la première piscine de France labellisée BDM. D'accord. Alors, il y a une question dans le chat par rapport à ces aménagements de quartier. Avez-vous réalisé en amont une thermographie de la commune? Oui, la thermographie de la commune a été faite il y a déjà quelques années, puisque on l'avait, elle a été assez euh, complète sur le territoire, puisqu'elle a été réalisée à l'initiative de la commune, mais sur l'ensemble de Terre de Provence et à l'échelle des 13 communes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, y compris les administrés, ont accès à la thermographie de leur bâtiment. D'accord. On a aussi parlé, tu en as parlé, alors, on a une autre question.
Alors, quels sont vos projets à venir sur votre commune? Ah oui, par rapport au programme, est-ce que dans le programme, justement, sur ces questions d'urbanisme, d'aménagement, vous remettez des choses et vous communiquez justement dans le programme? Alors, c'est peut-être un peu secret, hein, encore. Ah, il est encore un peu tôt, en fait, on va dire, on- on- c'est quand même en même temps d'actualité puisque nous sommes en révision du PLU et nous avons mis une part importante au niveau du PADD sur le développement à la fois des installations énergétiques, à la fois des rénovations énergétiques et des obligations des uns et des autres. Donc voilà, même si c'est pas encore bien dans le programme, c'est déjà dans la préparation de l'avenir de la collectivité. Et puis je pense que, en tout cas, au sens de l'équipe municipale actuelle et je l'espère donc de l'équipe municipale qui va suivre en 2026, euh, la question de la position de la transition énergétique sur l'ensemble des politiques publiques ne se pose pas. Elle semble évidente aujourd'hui et j'ai beaucoup de plaisir à voir mes collègues s'emparer du sujet. Je leur dis, bah, c'est parfait. Si vous n'avez plus besoin de moi, c'est que la mission a été remplie et que demain, c'est vous qui en parlerez directement sans qu'on soit obligé d'y revenir. Mais ça marche, pourquoi? Parce que ça fait quand même 20 ans que la commune est investie sur le sujet. Moi, ça fait un petit peu plus de 12 ans que je le porte. Mais voilà, c'est de longue haleine et c'est un travail de très longue haleine au niveau des collectivités. Oui, c'est ce que tu expliquais. En plus, vous l'avez inscrit dans un plan pluriannuel d'investissement. C'est dans la révision du plan local d'urbanisme. Donc, de toute façon, il y aura des choses après, après ce mandat-là. Absolument. Alors, on a parlé aussi au tout début là de cet échange de l'eau et du manque d'eau que vous pouvez avoir. Alors, par rapport à vos espaces publics, je sais que vous avez mis en place des choses, notamment, comme tu l'expliquais, quand il y a des restrictions d'eau, pour pouvoir pallier à ces restrictions en cas de sécheresse. Alors, c'est vrai que nous, on a cette chance d'avoir la Durance et d'être vraiment sur le bas de la Durance, à l'embouchure du Rhône. Donc, de l'eau dans la Durance, on en a toujours. Nos nappes phréatiques sont quand même assez bien alimentées. Et on les suit. Et on a aussi beaucoup d'agriculture avec des agriculteurs parce que ça, il faut pas l'opposer, il faut pas opposer agriculture et gestion de l'eau. Nos agriculteurs arrosent beaucoup par gravité et lorsqu'ils arrosent par gravité, c'est un gain pour nos nappes phréatiques parce que ça permet d'avoir un système et de filtration et comment dire, de pompe naturelle qui fait fonctionner les nappes phréatiques et qui les permettent qu'elles se remplissent. Ceci étant, c'est pas parce que nous avons de l'eau que nous ne devons pas faire attention et que nous avons sur le département parfois des collectivités qui n'ont pas cette chance-là, qui ont des restrictions d'eau et nous nous engageons à chaque fois que le préfet nous demande, parce que c'est un ordre départemental, de faire attention à l'usage de l'eau, nous le faisons quand même parce que nous pensons que c'est un petit geste pour tout le monde mais qui va pouvoir permettre à tous de pouvoir continuer à en profiter. Alors, sur la commune, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place la gestion différenciée des espaces verts, ce qui nous a permis de revoir, d'une part, tout notre système d'arrosage, de prévoir un système qui est géré maintenant informatiquement et qui nous permet d'arroser en fonction des besoins et surtout de ne pas arroser quand il pleut, par exemple, de faire attention. Et là, le système de gestion différenciée nous a permis aussi, par de jeux de cercles concentriques, d'accentuer nos espaces verts et le besoin en eau, par exemple, parce qu'on va faire beaucoup de fleurissement sur le cœur de ville pour l'embellir. Et puis, plus on s'éloigne, plus on passe sur une gestion plus naturelle et qui fait qu'elle sera moins consommatrice d'eau. Et du coup, ben, on concentre nos efforts là où il y en a besoin uniquement. Tu parles de programmation sur tout ce qui est arrosage. Est-ce que c'est une programmation liée uniquement aux horaires d'arrosage ou liée aux besoins vraiment des espaces verts en eau? Alors, ça peut être aux horaires et aux besoins. D'accord, ok.
Et surtout aujourd'hui, et ce qui n'est pas négligeable dans une gestion de collectivité, c'est que ça nous permet d'identifier quasiment en instantané les fuites d'eau. Parce qu'on a aussi les volumes de consommer. Et donc, quand on voit qu'on a un volume qui est délirant par rapport à ce que ça devrait être sur la programmation, ça nous permet d'identifier qu'il y a une fuite. Et en travaillant avec la régie des eaux, on peut les réparer assez rapidement. D'accord. Et tu parlais de gestion différenciée. Alors c'est un terme technique. On utilise beaucoup de termes techniques, hein, je me rends compte depuis le début. Gestion différenciée, peut-être expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas du tout. C'est vraiment définir des espaces sur la collectivité et la nature des plantations et de la façon dont on va gérer ces espaces-là. Je vous donne un exemple. En centre-ville, j'ai mis des jardinières, c'est très fleuri, c'est très beau, ça nécessite beaucoup d'arrosage. Euh, mais ce qu'on a fait aussi par le biais de cette gestion différenciée, c'est que les jardinières, on essaie de les planter de façon à ne pas refaire la totalité de la jardinière à chaque fois, puisqu'il y a un élément central qui, lui, est pérenne. Et à chaque saison, on change la décoration, entre guillemets. Ça, c'est pour le centre-ville, mais ça va être, par exemple, sur les ronds-points enherbés, où on taillait habituellement à 6 centimètres et il fallait y repasser 10 fois dans la saison pour que ce soit bien à 6 centimètres. On se rend compte que finalement, en laissant l'herbe à 10 centimètres, visuellement, ça ne change pas grand-chose. Ça nous fait passer beaucoup moins souvent et surtout, ça met beaucoup moins en stress à la plante et donc on a besoin de moins d'eau puisqu'elle a besoin de moins se nourrir pour pouvoir repousser. D'accord, merci. Est-ce que vous produisez vos propres plantes aussi, peut-être dans la commune? Je sais que certaines communes ont... Non, ça pas Non? encore. Non. D'accord. Alors, on a pas mal de questions sur l'eau. Comment avez-vous fait pour mettre en place le système d'arrosage géré informatiquement? On nous dit que ça doit être technique et est-ce que le coût est élevé? Alors, le coût peut paraître élevé effectivement quand on démarre. Parce que il faut reprendre, on a installé des électrovannes un petit peu partout, il y a des points relais qui sont à mettre en place pour les transmissions. Par contre, quand on met ça en regard du gain sur la volumétrie d'eau, puisque nous, en plus, c'est de l'arrosage à l'eau de ville, donc on paye l'eau d'arrosage, on se rend compte que c'est très, très vite amorti. Alors, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est amorti sur 4, 5 ou 6 ans. C'est un travail de longue haleine, mais que on se doit de commencer à un moment donné. D'accord. Alors, on nous dit aussi quand c'est tendu sur les consommations d'eau, est-ce que vous avez une action sur la sobriété à destination des habitants, des entreprises du territoire? Alors, c'est peut-être l'intercommunalité qui fait ce travail, c'est peut-être pas la commune? Alors là, après, ça va être au niveau de la régie de l'eau, effectivement, qui va intervenir pour, alors plus en termes de prévention, ce que je disais tout à l'heure, on a la chance, nous, de ne jamais avoir connu vraiment de période de sécheresse très, très forte. Mais effectivement, la régie de l'eau est très attentive. On travaille en partenariat avec le SMAVD pour le suivi des hauteurs de nappes phréatiques et on a des piézomètres dans la nappe qui nous permettent de savoir où on en est au niveau des captages. Et, euh, et quand on en discute même avec nos agriculteurs, voilà, tout le monde est prêt à faire un petit geste dès qu'il y a une information pour baisser la consommation et éviter justement qu'on se retrouve dans une situation de crise. C'est ce qu'on a vécu notamment il y a 3 ans quand on a eu cette grosse période de sécheresse où, voilà, sur toute la durance, il y a eu quand même des difficultés parce que le lac de Serponçon était descendu en dessous de son niveau de réserve. D'accord, c'est en 2022, hein, ça. 2022. Oui, Euh, 2022. alors, on parle de sécheresse, mais il y a également, tu le disais, des périodes où il y a de fortes pluies liées à des orages. Est-ce que vous avez mis en place des solutions pour récupérer ces grosses quantités d'eau, justement, pour des besoins ultérieurs? Est-ce que vous avez du stockage, en gros, sur la commune? Alors, on n'a pas de stockage commune. Par contre, nous avons quelques agriculteurs, et notamment ceux qui sont en arboriculture fruitière, qui ont des stockages et qui font des stockages l'hiver, ce qui leur permet à la fois de préserver leur culture en faisant de la vaporisation en cas de gel, et surtout au mois de mars,
et de pouvoir avoir une irrigation au moment où les arbres en ont le plus besoin sans puiser dans la nappe phréatique. Ok, merci. Tu voulais également qu'on évoque le sujet des labels, parce que Château Renard a obtenu plusieurs labels, et notamment un label régional territoire durable, une COP d'avance, puisque la région PACA est engagée là dans une COP. Et tu voulais expliquer à quoi servent les labels et la plus-value d'aller sur ces labels. Oui, en disant que c'est pas uniquement pour avoir du label, comme tu l'as dit déjà tout à l'heure. Et oui, parce que là, cette année, nous sommes labellisés niveau 4 sur 4. Alors, c'est vrai que nous en sommes très fiers, mais c'est surtout la chose dont on est le plus fier, c'est le chemin parcouru grâce à tous ces labels. Parce que ce soit QDM, que ce soit une COP d'avance ou les autres, parce qu'on en a plusieurs, villes et villages fleuris, etc., on ne les prend pas comme une finalité en soi et un point terminal, on a l'appel, bien, on est content, voilà, on le valorise. Mais c'est surtout que ça nous permet de mettre en place et de structurer en fait nos actions au quotidien, que ce soit nos actions en transversalité, notamment avec l'ensemble des politiques, et de créer un vrai cheminement avec comment dire, une réflexion qui devient spontanée, en fait, maintenant, lorsqu'on réalise des travaux. Et c'est ça, ce sont des boîtes à outils qu'on nous offre et qui nous permettent et de travailler sur la planification et de travailler sur la programmation, de comprendre la nécessité de faire ces diagnostics parce que bien souvent, ils sont initiaux. On peut se dire, bah, dépenser de l'argent pour faire un diagnostic, à quoi ça sert? Bah, en fait, ça va nous servir à améliorer justement ce qu'on va faire derrière et améliorer notre fonctionnement, parce qu'on ne doit pas perdre de vue que dans une collectivité, le nerf de la guerre du financement, c'est pas le budget d'investissement, c'est bien le budget de fonctionnement, et que si on maîtrise celui-ci, ben, on peut faire des investissements, et c'est en réalisant l'ensemble de ces projets. Nous, pour vous donner un exemple, sur la commune, quand on a eu les hausses, pardon, d'énergie c'est vrai qu'on a eu une hausse d'énergie, mais on a eu une hausse d'énergie de 500 000 euros sur la commune de Château-Renard en termes de coûts, pas en termes de volume, parce que nos volumes ont baissé, mais comme on avait engagé cette maîtrise des volumes, on aurait dû être à près de 3 millions de hausse de factures si nous étions restés à facture constante. Voilà. Donc ça, c'est des choses où on s'en rencontre bah, malheureusement bien trop tard quand il y a les problèmes tels que celui qui est survenu il y a quelques années sur ces augmentations tarifaires. Mais nous avons été ravis d'avoir anticipé et c'est pour ça que je tenais à en parler parce que je pense que c'est vraiment important de prendre en considération ces labels. Il faut les choisir, il faut se laisser le temps de les choisir. Il y en a beaucoup et il faut commencer par un plus petit, puis un plus grand et monter en échelon pour ne pas se décourager. Mais c'est vraiment le prendre comme la boîte à outils qui nous est offerte pour pouvoir justement commencer à créer et à mettre en place une réelle volonté au niveau de la transition écologique dans une collectivité. Oui, tu m'expliquais en préparant aussi que c'est pas toujours facile d'asseoir une politique de transition écologique parce que comme tu le disais, c'est transversal, on l'a vu, ça touche les services techniques, l'éducation, l'urbanisme et ça c'est pas toi qui es adjointe sur ces sujets-là. Et donc ces labels, tu m'expliquais bah, que ça permet de d'avoir un support aussi pour échanger avec tes collègues et monter du projet, passer en mode projet en fait. Mais c'est exactement ça, puisque le label du coup, il faut qu'il soit porté par tout le monde. Et le fait d'être porté par tout le monde oblige à participer à son élaboration et finalement à ancrer des volontés, des mécanismes. Voilà. Et ça a été le cas notamment pour la piscine où mon collègue au sport qui était qui avait la charge du projet, maintenant c'est un des plus grands défenseurs du BDM, la belle piscine, quoi. Et Bravo, il ne belle fait pas réussite. d'intervention pour en parler. Voilà. Et c'est là où c'est aussi intéressant parce que ça permet effectivement de créer une dynamique et d'entraîner. Alors que bien souvent, au début de mon mandat, j'entendais dire, ah ouais, mais alors, si on doit faire encore de la transition écologique, on va prendre 20% de plus sur le marché, c'est pas possible.
Ouais, tu vas faire 10% de plus aujourd'hui sur le marché, mais tu vas gagner tant derrière. Et avec ce que tu vas gagner, tu vas pouvoir faire ça et ça et ça et ça en plus. Et là, on arrive à l'expliquer et à convaincre. Bah pour le coup, c'est assez significatif ce que tu disais entre 3 millions et 500 000 euros parce que vous avez fait tous ces travaux de performance énergétique. Pour le coup, je pense que là, ils ont été conquis. On a une question sur les transports. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Avez-vous pris des mesures pour tout ce qui est cyclistes et piétons, notamment pour qu'ils puissent circuler en période de canicule quand il fait chaud en sécurité? Donc, je ne sais pas, peut-être la politique des arbres en ville ou des choses comme ça. J'imagine que la question est autour de ça. Alors déjà, avant de planter des arbres pour ombrager nos cyclistes, on a créé des pistes cyclables. Donc aujourd'hui, on est passé de 6 à 24 kilomètres de pistes cyclables sur la commune. Voilà, ce qui nous permet effectivement d'essayer de mailler un petit peu tous les quartiers et de les ramener tout le monde parce qu'on a eu la chance d'avoir une ancienne voie de chemin de fer qui traversait la collectivité et qui nous a permis d'être une colonne vertébrale à tout ce dispositif en ramenant les quartiers vers cette voie ferrée et qui est aujourd'hui maintenant une voie piétonne et une voie cyclable avec des aménagements et qui a fait, notre projet a fait des émules au niveau du département, puisque finalement, c'est la totalité de la voie qui a été revue. Les rails ont été supprimés et remplacés par une voie verte, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aller d'Orgon à Barbentane en passant par la voie verte et en traversant Château-Renard. D'accord. Et sur des itinéraires ombragés ou... Et sur des itinéraires ombragés, puisque voilà, on a une partie et notamment on avait un projet sur la région PACA qui était de planter 1 million d'arbres sur la région. Donc nous avons répondu au premier appel à projet et on a été lauréat du premier prix de la région et on a eu le financement pour planter 600 arbres. Donc sur ce mandat-là, j'ai planté 600 arbres sur la commune. Enfin non, j'ai pas planté, pardon. Nos équipes ont planté, parce que c'est pas moi qui ai planté, ce sont nos équipes des espaces verts qui ont planté les arbres sur la commune. Et euh, effectivement, on a ombragé une de la voie verte. Et surtout, bah, on a couplé ça avec nos jeunes château-renardais, puisqu'on a fait parrainer chaque arbre par un bébé né sur la commune. D'accord. On nous demande toujours sur la mobilité, est-ce que vous avez une démarche d'accès aux écoles en mode doux? Et j'imagine que la question derrière, c'est est-ce que ça fonctionne? Parce que pas mal de collectivités s'y sont essayées. Alors, je ne sais pas si à Château-Renard, c'est quelque chose qui a été testé. On a testé le pédibus il y a quelque temps de ça, et je pense que c'était encore trop tôt. Les mentalités n'étaient pas assez ouvertes. Et du coup, ça a fonctionné, mais très peu de temps. Et voilà, et il n'y a pas eu de suite. Mais les mentalités ayant évolué aujourd'hui et surtout, étant donné qu'on a commencé à travailler aussi sur cet accès par voie cyclable, voie piétonne, etc., c'est quelque chose à reprendre. Il sera certainement à reprendre dans l'avenir. D'accord. Donc, potentiellement, vous allez réessayer tout ce qui est mode doux autour des écoles. On, on va prendre vos questions. N'hésitez pas, hein, si sur d'autres sujets vous avez des questions à poser à Marie-Laurence. Donc là, on a cité beaucoup d'exemples concrets, hein, c'était le but, mais on n'a pas parlé d'adaptation au sens de stratégie d'adaptation de la commune. Alors déjà, ma première question, c'est est-ce que c'est un vocabulaire que toi tu utilises ou tu préfères être plutôt dans des projets concrets? Et est-ce qu'il y a une stratégie peut-être intercommunale ou régionale à horizon 2050 plus 4 degrés pour voir comment les communes s'adaptent. Où ça en est sur le volet plus stratégique, sur l'adaptation. Alors, sur le volet stratégique, c'est vrai qu'on fait très attention en fait à la verbatim parce qu'on se rend compte aujourd'hui, et on a fait un micro-trottoir il y a quelques temps, où on a interrogé les gens en leur disant, mais est-ce que vous connaissez la politique de développement durable de votre commune? Ah non, non, chez nous, il n'y a pas de politique de développement durable. D'accord. Est-ce que vous savez quels ont été les projets qui ont été développés? Oui, il y a eu ça. Alors, les gens citaient les projets, mais ne savaient pas les mettre en relation avec une politique de développement durable. Donc, effectivement, on a pris le parti de un petit peu moins en parler
Même si ça revient, alors en plus la difficulté c'est qu'on est passé de développement durable à transition écologique, etc. Donc on se change beaucoup. Donc maintenant si on leur parle de stratégie, c'est un petit peu difficile encore. Mais ça ne nous empêche pas de mettre en place des actions. Donc on a des actions de sensibilisation de la population puisqu'on organise des conférences euh, notamment avec Biosphère, où on a 3 cycles de conférences dans l'année avec les scolaires, que ce soit les plus petits, les collégiens et le grand public le soir, où on amène à la réflexion. Il y a effectivement des stratégies qui sont à l'échelle du pays d'Arles, donc même plus de l'intercommunalité, puisque le pays d'Arles porte le plan climat air énergie. Et donc là, on y participe et ça nous permet de structurer et voilà, d'être force de proposition pour structurer et améliorer le process, puisque effectivement, on a la chance d'être dans une région où le président de la région a souhaité mettre l'accent sur la transition écologique et de mettre en place des projets, des politiques déjà par le biais du SRADET, qui est le schéma directeur régional d'aménagement du territoire et qui permet voilà, d'impulser des orientations avec un souhait. Alors, bon, on en parle, on espère. euh, et en tout cas, on souhaite avoir contribué par notre bilan carbone justement à l'amélioration des résultats à l'horizon de 2030, avec un bel D'accord. objectif 2050 avec la rénovation des bâtiments. Alors, on nous demande, bah justement, sur les bâtiments, on nous demande s'il y a une politique de mutualisation des bâtiments publics à Château-Renard. Alors, mutualisation au sens de l'occupation ou de la Ah, rénovation? au sens de l'occupation. De l'occupation, alors oui, ça c'est quelque chose qu'on essaie de faire, puisque bien souvent, on nous demande, et notamment au niveau des associations, parce qu'on a beaucoup d'associations et associations sportives, hein. On en a plus de 250 sur la commune. Et on essaie de faire en sorte que des bâtiments, aujourd'hui, qu'on n'ait plus de bâtiments qui restent vides. C'est-à-dire que si on doit chauffer un bâtiment, il faut qu'il soit utilisé toute l'année et toute la journée. Si il n'est pas utilisé, il n'est pas chauffé. Donc là, on a eu un travail fait en concertation avec le pôle associatif et le pôle technique et le pôle des sports, de façon à ce que les usages des bâtiments soient conformes avec les besoins et notamment, par exemple, pour le sport, il y avait certaines associations qui se suivaient dans des salles parce que la dimension de la salle leur convenait, mais en fait, les activités n'étaient pas compatibles. Alors, je vous donne un exemple. On avait un cours de yoga de 18h à 19h où la salle était surchauffée parce que c'était du yoga. De 19h à 20h, il y avait le karaté ou le judo et eux avaient besoin de fraîcheur et donc réouvraient toutes les fenêtres parce qu'il fallait aérer. Donc voilà, on s'est dit bah, peut-être que judo et karaté se suivront et que danse et yoga se suivra. Et ça, c'est un travail vraiment minutieux à faire de façon à ne pas effectivement mettre en tension en permanence les besoins énergétiques d'une salle, par exemple. Ouais, et c'est une bonne remarque, hein, de bien regarder aussi les usages des bâtiments quand on fait ces diagnostics énergétiques avant d'envisager les travaux et d'être cohérent là-dessus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je regarde dans le chat. Pour l'instant, non. Est-ce que Marie-Laurence, toi, de ton côté, tu avais d'autres points que tu souhaitais présenter? Bah, écoute, je crois que je me suis déjà pas mal exprimée. Moi, si vous me laissez la parole demain, Si, quand et même, ah oui, si je me le suis noté, on n'a pas reparlé des retraits gonflements d'argile. Et je sais que c'est plus par rapport à tout ce qui est PLU, plan local d'urbanisme, que vous faites des préconisations là-dessus aux particuliers qui sont impactés par ces sujets-là. ah oui, 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 absolument. Ça, c'est quelque chose de très important et à tenir compte dans notre développement des espaces et notamment notre PLU parce que effectivement, euh, il vaut mieux éviter de se retrouver dans une situation complexe, même si aujourd'hui il y a du bâti et c'est une discussion qu'on avait déjà eue quand on avait parlé des risques d'assurabilité, hein, des risques climatiques, mais aujourd'hui c'est quand même effectivement là. Et aussi bien on peut avoir une difficulté sur les inondations, et ça tout le monde
en prend vite conscience, et notamment avec les derniers événements, ça n'échappe à personne que le risque d'inondation et les PPRI sont importants. Mais les risques liés au sous-sol et à la nature des sous-sols sont tout aussi importants et vont générer, par le dérèglement climatique actuel et qu'on connaît, de plus en plus de risques, et on va avoir une gestion du passif vraiment importante qui va arriver dans les prochaines années. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux se prémunir et faire en sorte que les nouvelles constructions en tiennent compte. Alors, encore une question quand même. De quelle mesure es-tu la plus fière de tes deux mandats au sujet de l'adaptation au dérèglement climatique, justement? Est-ce qu'il y a des mesures dont tu es particulièrement fière? Alors, il y a des choses, mais voilà, ça va être assez simple et je trouve, voilà, je vous ai parlé de notre opération plantation d'un arbre, une naissance. Et c'est quelque chose dont je suis assez fière parce que je l'ai porté, c'était dans notre programme de mandat. Et j'ai été assez heureuse de pouvoir le réaliser parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, un bébé qui naît sur la commune, les parents sont heureux, sont fiers, ils plantent un arbre. Mais cet arbre, il a vocation à vieillir, à grandir, à devenir quelque chose et à devenir surtout pour cet enfant un symbole dans l'avenir. Et j'espère que ça leur permettra de prendre conscience que des actions sont à mener et que, en fait, leurs parents et grands-parents ont déjà mené des actions et que c'est à eux de les poursuivre pour que justement on puisse continuer à profiter un maximum de nos conforts et de nos jolies villes et villages de France, parce que je crois qu'on a cette chance d'avoir une diversité de territoires et qu'il faut absolument les protéger. Ouais, tu as raison. Et puis ça a beaucoup de sens. La symbolique est forte d'un arbre qui pousse aussi en parallèle de la vie de cet enfant. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va libérer Marie-Laurence. Merci de nous avoir pris pendant ta pause déjeuner, Marie-Laurence. Je sais que tu as sacrifié ta pause déjeuner aujourd'hui pour nous. On vous retrouve pour d'autres thématiques de webinaire au mois de septembre sur la mobilité en zone rurale. Octobre-novembre, on aura aussi les sujets de la qualité de l'air intérieur, de la biodiversité. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Jusqu'à la fin de l'année, on continuera à vous proposer une fois par mois un webinaire avec un élu ou un ancien élu qui témoignera du coup des actions qu'il a mis en place dans sa commune. Merci beaucoup Marie-Laurence, merci beaucoup à tous pour votre présence. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux. Sur la page Facebook, vous avez tous les replays des webinaires depuis avril et sur aussi la page YouTube de l'association. Et puis, on essaie aussi de faire des formats de podcast courts qui résument les heures de webinaire en 8 à 10 minutes pour ceux qui ont moins de temps, mais qui sont quand même intéressés par toutes ces thématiques pour construire leur programme des municipales de mars 2026. Merci beaucoup à tous. Merci Marie-Laurence. Merci Solène, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir à tous.